Bonjour, je suis Ludovic Meuret, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Bienvenue au lundi du RAR, le webinaire mensuel du groupe RAR, Recherche en anesthésie et réanimation rennaise. Nous accueillons le professeur Emmanuel Weiss, qui est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital Beaujon à PHP. Il va nous parler aujourd'hui des spécificités de la prise en charge hémodynamique en chirurgie hépatique. Super. Eh ben, merci beaucoup de l'invitation. Donc pour traiter de ce sujet qui m'est cher, la prise en charge hémodynamique en chirurgie hépatique. Initialement, on avait discuté d'intégrer, enfin de faire un topo ciblant l'albumine. Pas beaucoup de données, vous le verrez. J'ai quand même essayé de sortir ce que je pouvais trouver dans la littérature et puis d'élargir un petit peu à la fin du topo à la transplantation hépatique. Voici mes liens d'intérêt. Tout d'abord, pour vous convaincre du bien fondé de ce topo, cette étude, 519 hépatectomies, 10% de cirrhose, où finalement ils ont étudié les facteurs de risque, les facteurs associés à la morbidité post-opératoire. Et donc, vous voyez ici les complications. Donc, sur une classification de Digne-de-Clavien, on considère comme complications majeures les complications qui sont de grade supérieur à 3, supérieur ou égal à 3. Et finalement, ils ont regardé les facteurs associés à la mortalité à 90 jours, c'est même les facteurs de risque puisque c'est en multivarié, et puis à la morbidité sévère. Et vous voyez que ce qui ressort à chaque fois, c'est ici, là, c'est l'actatémie en fin d'intervention lorsqu'elle est supérieure à 3 millimoles par litre. Donc ça souligne l'importance de notre prise en charge hémodynamique péropératoire. Alors, quelles sont les spécificités de la prise en charge hémodynamique au bloc de ces patients? Eh bien, finalement, elles sont triples. La première, c'est l'éclampage, donc ce qui en fait une authentique chirurgie vasculaire. La deuxième, c'est le saignement, et on va voir que c'est a fortiori par la tranche de section. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui d'expansion de prise en charge hémodynamique? Parce que si on veut essayer de faire cohabiter ces deux choses, il faut que l'expansion volémique qu'on administre aux patients soit particulièrement adaptée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je disais deux types de clampage vasculaire. Le premier, qui est le clampage pédiculaire, artère hépatique et veine porte. Le second, qui est l'exclusion vasculaire du foie, qui associe le clampage pédiculaire à un clampage de la veine cave inférieure. Il faut savoir que le chirurgien, lorsqu'il clampe, son objectif, c'est de contrôler le saignement. On va voir que cet objectif, il sera que partiellement rempli si jamais le clampage est pédiculaire. Pour nous, l'inconvénient, c'est ce retentissement hémodynamique de ces clampages qui va, quel qu'il soit, provoquer une diminution du retour veineux et du débit cardiaque. Et on va voir que le corps est capable de s'adapter via une stimulation sympathique. Le second inconvénient, c'est l'ischémie-reperfusion hépatique qui peut entraîner une vasoplégie si jamais il est prolongé. Et le troisième, c'est la congestion splanchnique qui peut, si jamais il est extrêmement prolongé, heureusement c'est rare, aboutir à des signes, des stigmates d'ischémie mésentérique veineuse. Alors justement, revenons sur les conséquences hémodynamiques des clampages. Le clampage pédiculaire, il aboutit à une diminution du retour veineux. Alors là, on le voit par la papo, de moins 10%, à une diminution de l'index cardiaque de 17%. Et comme je vous l'ai dit auparavant, finalement, l'organisme va être capable de s'adapter via une stimulation sympathique qui va aboutir à une augmentation des résistances vasculaires systémiques de 48% et donc à une pression artérielle moyenne de manière paradoxale qui va augmenter de 21%. C'est pas du tout la même chose si c'est une exclusion vasculaire du foie, puisque c'est moins 60% de retour veineux mesuré par la papo, moins 50% d'index cardiaque, et là encore, une augmentation des résistances vasculaires systémiques. Vous allez voir, vous voyez bien que plus 125% c'est énorme, mais ça va rester insuffisant pour compenser l'effet, et il va quand même y avoir une diminution de la PAM de 10% en règle générale. Pourquoi je dis en règle générale? Parce que ça, c'est des études sur un faible nombre d'individus, sur foie sain. Il faut aussi savoir qu'il y a 10% des cas, dans 10% des cas, le patient va être complètement intolérant à l'EVF, et lorsqu'il est intolérant, finalement, ça va aboutir à une diminution de débit cardiaque supérieure à 50% et de la pression artérielle supérieure à 40%. Bref, vous aurez bien compris que pour faire face à ces clampages, encore une fois, pédiculaire et a fortiori exclusion vasculaire du foie, on est obligé d'avoir une volémie qui est adaptée et parce qu'elle va déterminer la tolérance de ces clampages. Et donc, finalement, la problématique à laquelle on va se retrouver confronté, c'est de balancer deux risques.
un risque qui est lié à l'hypovolémie, et donc je vous l'ai dit, qui va se manifester par une moins bonne tolérance au déclampage, mais aussi, on va le revoir par la suite, par une morbidité post-opératoire qui sera plus élevée, et notamment un risque d'insuffisance rénale aiguë accrue ou d'événements cardiovasculaires accrus. Et heureusement, c'est plus rare, un risque d'embolie gazeuse péropératoire. Et de l'autre côté, la problématique, ça va être d'éviter la surcharge, parce qu'il a été montré que ça favorise le saignement péropératoire en maintenant une pression veineuse centrale élevée. Et la première étude, une des premières études à avoir montré ça, c'est ce que je vous mets ici, c'est une relation, vous voyez, une corrélation quasi parfaite, en tout cas très bonne, sur 20 résections hépatiques majeures entre la pression cave mesurée en millimètres de mercure et les pertes sanguines mesurées en millilitres. Plus la pression cave augmente, donc la PVC augmente, plus les pertes sanguines augmentent. Alors comment ça marche? Finalement, la PVC, elle va influencer le saignement rétrograde, celui-là, là, d'accord, qui sera non contrôlé lors du clampage pédiculaire. Le chirurgien va clamper ici, mais si jamais votre PVC est élevé, lorsque il va être sur sa tranche et sur sa transsection hépatique, il va y avoir un saignement par voie rétrograde qui va faire saigner la tranche et qui va le gêner pour faire sa transsection hépatique. Raison pour laquelle, finalement, ce qui est préconisé en tout cas par les chirurgiens depuis de nombreuses années, vous voyez, depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est cette stratégie PVC basse. Je pense que pour ceux qui travaillent en chirurgie hépatique, vous en avez tous entendu parler, de maintenir une PVC inférieure à 5 mm de mercure pour éviter la distension cave, diminuer la distension des veines sus-hépatiques et diminuer les pertes sanguines. Alors, est-ce que ça marche? Ça, c'est une revue de la Cochrane. Vous voyez ici, d'accord, une revue de la Cochrane qui a analysé toutes les méthodes pour diminuer les pertes sanguines péropératoires pendant les résections hépatiques. Et donc, c'était une méta-analyse en réseau. Et sur ça, sur cette analyse-là, ils ont comparé PVC. C'est pas énorme. Et puis ici, on voit que finalement, ça diminue le risque de transfusion. Ici aussi, base versus contrôle. Attention, là, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais effet NS sur la mortalité. Alors, est-ce qu'il faut... Moi, je suis très sceptique par rapport à la PVC. Franchement, la PVC, quand on est anesthésiste réanimateur, c'est un peu un retour en arrière. Faut dire ce qui est à l'ère de l'optimisation hémodynamique. Et donc, est-ce qu'on peut faire mieux et autrement que la PVC? Il y a cette étude qui s'est intéressée, 2 groupes de 40 patients, où finalement, eux, ce qu'ils ont regardé, c'est le lien entre la variation du volume d'éjection systolique et le saignement. Et donc, ils ont fait 2 groupes. Un groupe où c'était variation du volume d'éjection systolique inférieure à 10% pendant la section et ensuite on 6 à 10 ml/kg. Et un groupe où on laissait le malade très précharge dépendant avec 10 à 20% de variation du volume d'éjection. Et par contre après, pendant la section, et après on rattrapait, vous voyez, en remplissant un peu plus le malade. Ce qui montrait, c'est que dans le groupe qui était précharge dépendant, il y avait moins de pertes sanguines, d'accord, 476 versus 836, 2 fois moins de pertes sanguines. Et on voit que c'était bien respecté, puisque vous voyez que ici la variation du VES est significativement supérieure dans le groupe qui est censé l'avoir. Le débit cardiaque est inférieur et les résistances vasculaires systémiques sont supérieures dans le groupe précharge dépendant. Une deuxième étude, toujours 40 patients. Dans cette étude-là, ils ont même été encore plus loin en 2021, où ils ont comparé PVC basse assurée par restriction hydrosodée, furosémide ou vasodilatateur versus optimisation du VES. Donc on voit bien que dans le groupe PVC basse, ils faisaient bien la stratégie PVC basse, puisque ça c'est la pression dans l'OD durant la transsection, donc elle est plus basse. On voit aussi que, alors que dans le groupe PVC basse, finalement ils ont un bilan entrée-sortie qui est beaucoup plus négatif que dans le groupe optimisation du VES. Par contre, on voit pas de différence sur les pertes sanguines, pas de différence significative sur la transfusion, mais à l'inverse, plus de noradré dans le groupe PVC basse que dans le groupe optimisation du VES, avec un index cardiaque qui est
semblable, enfin qui n'est pas différent, et une lactatémie la plus haute qui n'est pas différente non plus. Finalement, pourquoi est-ce que je vous ai mis cette étude-là en dernier? C'est parce que, bah ok, de ce côté-là, on n'a pas envie de diminuer, on n'a pas envie d'augmenter le saignement, mais de l'autre côté, à aller trop loin dans la stratégie PVC basse, il y a quand même certainement un risque, et je vous l'ai dit, notamment un risque de morbidité post-opératoire. Et on le sait, nos patients, bah, ils ont intrinsèquement un risque élevé de morbidité post-opératoire et notamment d'insuffisance rénale aiguë. Et ça se voit très bien dans cette étude qui avait été faite par Clavien dans Annals of Surgery en 2009, puisque même les patients, donc dans cette étude, ils avaient créé un score de risque d'insuffisance rénale aiguë post-opératoire, vous voyez, qui comportait pathologie cardiovasculaire, insuffisance rénale chronique, diabète et un cut-off d'ALAT. Et on voit que même chez les patients qui n'avaient pas de facteur de risque, on avait déjà une incidence d'insuffisance rénale aiguë qui était de près de 6% et qui culminait à 70-80%, allez, qui était en tout cas supérieure à 50% dès qu'on avait plus de 5 points. Donc vous voyez que c'est pas anodin, c'était 483 résections hépatiques et l'insuffisance rénale aiguë augmentait la durée de réa et la durée d'hospitalisation. Une autre étude pour le démontrer, une jolie étude qui était randomisée et qui est originale puisqu'elle a randomisé une stratégie restrictive avec un objectif de PVC inférieur à 7 mm de mercure versus une optimisation hémodynamique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas pris un critère de jugement habituel. Ils ont pris comme critère de jugement principal la mesure de la microcirculation, donc un truc un peu plus micro que la lactatémie. Et ils le faisaient via une sonde urétrale qui est munie d'une photoplethysmographie et qui va mesurer la saturation muqueuse. L'objectif secondaire, c'était les pertes sanguines, le lactate. Et il montrait que dans la stratégie restrictive, la PVC, elle était inférieure, 6,5 versus 9,3. Pas de différence de pertes sanguines. Mais comme vous pouvez le voir ici, la perfusion urétrale était significativement moins bonne dans le groupe stratégie restrictive versus goal directed therapy, c'est-à-dire optimisation hémodynamique. D'accord? Et pareil, le VES était plus bas dans le groupe conventionnel versus dans le groupe optimisation hémodynamique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est limité par l'effectif, mais qu'on voit que dans le groupe PVC basse, il y avait 15% d'insuffisance rénale aiguë Cadigo 1 versus 0%, et donc vous voyez que c'était une tendance dans le groupe Goal Directed Therapy. Donc ça aussi, je pense que c'est un argument pour ne pas aller trop loin dans le groupe PVC basse. Qui fait quoi? Ça, c'est une étude de pratique, 22 sociétés savantes, 495 chirurgiens, 418 anesthésistes. Et on voit que c'est quand même pas très clair encore, hein, puisque 52% des praticiens font de la PVC basse, de l'optimisation hémodynamique et 7% de la normovolémie. Et les moyens utilisés pour PVC basse, c'est restriction hydrosodée, positionnement ou furosémide. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle soluté de remplissage faut-il utiliser? Ce qui est sûr, c'est que cristalloïdes, vu ce que je viens de vous montrer auparavant avec l'insuffisance rénale aiguë, c'est sûr que c'est plutôt des cristalloïdes. Est-ce qu'il faut mettre des balancés ou pas? Pas d'études spécifiques, même s'il y a certains signaux sur le risque d'insuffisance rénale aiguë qui est associé à trop de cristalloïdes. J'ai pas dit à cristalloïdes. Après, place, et c'est vrai que c'était la question qui m'était posée initialement, et vous savez que maintenant on utilise surtout l'albumine dans ce cadre-là pour limiter les volumes de remplissage. On en croit cette étude, mais vraiment, c'est une preuve hyper indirecte. Hein. Sur le réseau, c'était 24 études patients et qui s'intéressent à la scientifique. Alors, c'est dans la même étude le chirurgie et d'autres contextes, mais là, je vous ai sélectionné que la partie chirurgicale, c'est 60% de chirurgie cardiaque et aortique, 25% de chirurgie abdominale majeure, et puis le reste est des PTH et des cystectomies. Est-ce qu'il y a un intérêt pour limiter le remplissage en termes de volume? Je ne sais pas, mais ça peut être une piste. Ça peut être une piste parce que d'un autre côté, c'est qu'est-ce qui va advenir de l'albumine qu'on passe. Et ça a été assez bien étudié
par cette équipe-là, qui est une équipe suédoise qui a pas mal publié sur le sujet, qui a mesuré la fuite transcapulaire d'albumine, 20%, chez 15 volontaires sains, 15 brûlés, 10 malades qui avaient une chirurgie majeure avec saignement mineur, et là je vous mets la 40 ml, et 10 patients qui avaient une chirurgie majeure avec saignement majeur, 940 ml, c'était des chips principalement. Enfin, c'était des grosses chirurgies pelviennes. Et finalement, il perfusait à tous ces malades 3 ml d'albumine, 20% sur 30 minutes, et il créait ce modèle. Et a fortiori, il crée un modèle pharmacocinétique du pourcentage d'élimination de l'albumine du plasma et de la demi-vie d'albumine. Et donc, il calculait cette constante d'élimination qui était une constante d'élimination par voie transcapillaire, et à côté, il y avait une constante, il prenait également en compte le saignement, l'élimination par le saignement. Et en fait, qu'est-ce qu'il montrait? Donc vous voyez, ça c'est la constante d'élimination, et il montrait que c'était pareil chez les volontaires sains, chez les patients qui étaient brûlés, chez les chirurgies avec une hémorragie qui était de faible volume, et en post-opératoire. Par contre, on voit que quand ça saignait, vous voyez un peu l'élimination d'albumine, elle est multipliée par plus de 3. Et de manière consécutive, la demi-vie de l'albumine dans le sang des patients, vous voyez qu'elle est divisée par 3 chez les malades qui saignent. Et donc ça, c'est une autre manière de le montrer. Donc ça, c'est toujours c'est le temps de constante et le temps de demi-vie ici, d'accord? Et on voit que finalement, vous voyez ici le temps, la quantité d'albumine par minute, voilà, la constante d'albumine qui est perdue et qui disparaît par minute par voie transcapillaire, elle est multipliée donc de 10 à 32, elle est fois 3. Là, elle est multipliée par 20 par le saignement. Et puis si on s'intéresse à la demi-vie, elle est divisée par 3 en cas de saignement. Alors un dernier petit point sur la transplantation hépatique. Et finalement, on retrouve cette balance entre hypovolémie et surcharge. Cette balance entre hypovolémie et surcharge, d'un côté, elle expose le patient à l'hypoperfusion d'organes, et on sait qu'en cas de TH, et a fortiori en cas de cirrhose décompensée, on a un foie et des organes qui sont plus susceptibles à l'ischémie, et des patients qui sont plus susceptibles aux défaillances d'organes. Ça, c'est bien prouvé. Et de l'autre côté, en cas de surcharge, pour une autre raison, c'est pas le saignement par voie rétrohépatique, cette fois-ci, mais c'est le saignement, puisqu'il y a un clampage par le piggyback, mais c'est le saignement par majoration de l'hypertension portale. D'accord? Et ça a bien été montré notamment dans l'hémorragie digestive. Il y a une énorme part du saignement des patients cirrhotiques qui est liée à l'hypertension portale. Et ça, c'est un travail qu'on a fait dans le service, qui est en révision à l'heure actuelle, où on l'a bien montré. On a la chance dans le service d'avoir, lors du bilan on a la chance d'avoir une unité de cathétérisme hépatique. Et donc, on a pour chaque patient cirrhotique qui est transplanté, au même moment où ils font la biopsie hépatique et ils font le cathétérisme cardiaque droit, ils font une mesure du gradient de pression portale qui reflète le degré d'hypertension portale. Et finalement, ce qu'on a montré, vous voyez ici, ça c'est le risque. Donc on a pris 468 patients transplantés, tous ceux qui avaient une mesure systématique du gradient porto-cave par cathétérisme en péropératoire. Et notre critère de jugement principal, c'était les événements hémorragiques majeurs qui étaient définis par la transfusion, le saignement et la noradrée péropératoire. C'était un critère composite. Et on a montré que ce risque d'événements hémorragiques majeurs, il augmentait, vous voyez, significativement avec l'hypertension portale. D'accord? Et donc avec des cutoffs inférieurs à 16, entre 16 et 20, et supérieurs à 20. Et vous voyez ici une très jolie corrélation entre le gradient de pression portale et les pertes sanguines péropératoires. Alors qu'est-ce qui reste il y a une vraie question qui est quand faut-il utiliser de l'albumine aussi en péropératoire de transplantation hépatique? Je ne vais rien vous apprendre de neuf. Il y a la ponction d'acide. Alors, on connaît tous la prévention de la dysfonction circulatoire et de l'insuffisance rénale post-ponction d'acide à partir de 4 à 5 litres. Donc, est-ce qu'il faut en mettre au début de l'intervention lorsque on évacue 4 à 5 litres d'acide en début de transplantation?
Et puis après, il y a l'infection du liquide d'acide, mais ça, généralement, c'est moins, en tout cas, on les transplante moins fréquemment avec une infection du liquide d'acide non traitée, heureusement. Alors pourquoi est-ce que je me pose des questions sur le fait de passer de l'albumine en début d'intervention pour compenser l'acide, pour compenser la ponction d'acide? Et ben un peu comme l'étude de tout à l'heure, ça c'est une étude qui s'est intéressée à ce qu'il advient de l'albumine qu'on passe en début d'intervention. Ils ont utilisé une autre technique, ils ont analysé la balance massique. Alors, je l'ai écrit parce que franchement, j'ai mis un peu de temps à comprendre le papier quand même. Ils ont comparé la dilution de l'hémoglobine à celle de l'albumine et ils ont mesuré les entrées et les sorties de l'albumine et de l'hémoglobine. Et donc, ils en ont conclu si l'albumine était plus diluée que l'hémoglobine, que cela suggérait que l'albumine avait été déplacée du plasma et probablement vers l'espace interstitiel. Et lorsqu'ils ont analysé ça, eh ben on s'intéresse à cette colonne-là, ici, là. Donc ils ont trouvé que ils ont passé déjà beaucoup d'albumine aux patients, 91 grammes d'albumine aux patients en opératoire. Et en fait, ils ont trouvé déjà qu'ils en perdaient 42 dans le saignement et dans les drains. Ils ont trouvé, du coup, il leur en restait 49, 91 moins 42, mais ils ont trouvé qu'il y avait un passage du plasma vers l'intesticium de 37 grammes d'albumine. Donc vous voyez qu'in fine, il reste quand même pas grand-chose dans le malade. Donc on peut s'interroger sur ce qu'on fait si finalement l'albumine qu'on passe, ça part pas directement dans le malade, dans l'interstitium ou alors dans le saignement. Donc pour conclure, en cas de clampage pédiculaire, c'est pas mal de revenir sur les recommandations ERAS 2022, je les mets à la fin, qui recommandent une PVC basse inférieure à 5 cm d'eau avec un monitorage régulier durant la transsection hépatique, mais également, et c'est un peu là le paradoxe, une optimisation hémodynamique ciblant le débit cardiaque et la perfusion d'organes, tout en disant que l'optimisation hémodynamique est particulièrement bénéfique après la phase de résection hépatique, qui doit être faite à PVC basse, et ensuite, il faut restaurer la perfusion tissulaire. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un peu à boire et à manger là-dedans. Ce que je dirais, c'est qu'il faut optimiser l'hémodynamique en se laissant de la marge et en évitant absolument d'être sur la portion haute et plate de la courbe de Frank Starling, et qu'il faut faire attention à la PVC basse excessive, a fortiori en cas de comorbidité. Ça, c'est pour le clampage pédiculaire. Pour l'exclusion vasculaire du foie, il faut anticiper le clampage. Ça, c'est majeur. Maintenir une volémie optimale et surtout pas de PVC basse parce que sinon le clampage, l'exclusion vasculaire du foie ne sera pas tolérée. Il faut communiquer avec votre chirurgien, c'est primordial, et toujours faire un test de clampage et s'il y a une mauvaise tolérance, répéter l'essai après une épreuve de remplissage. En cas de transplantation hépatique, l'optimisation hémodynamique est majeure pour assurer une bonne perfusion d'organes. Mais attention à l'hypervolémie pour ne pas favoriser le saignement lié à l'hypertension portale, a fortiori si vous savez que c'est un malade qui a des stigmates d'hypertension portale majeure. Et alors moi, je vous ai parlé de la mesure du gradient, mais si vous ne l'avez pas, l'antécédent de rupture de varices œsophagiennes, par exemple, ou l'acide ponctionné, l'acide réfractaire ponctionné toutes les semaines de 5 ou 6 litres ou je ne sais combien. Il y a un intérêt de la prévention de l'insuffisance circulatoire, l'intérêt de la prévention de l'insuffisance circulatoire post-ponction d'acide par albumine reste à démontrer dans ce contexte. Et encore une fois, c'est hyper important de communiquer avec votre chirurgien. Je vous remercie encore une fois de l'invitation et je suis à votre disposition pour les questions. Merci pour cette présentation, c'était très complet, très intéressant. Donc je vais regarder déjà s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser à Emmanuel. Pour commencer, moi j'ai déjà quelques questions. En tant qu'infirmier anesthésiste, j'ai pas mal travaillé donc, sur ce genre de chirurgie, j'ai pris beaucoup de patients en charge. Donc j'ai déjà quelques questions à te poser. La toute première, quelle est la place des catécholamines ça. La question, alors il y a deux, c'est-à-dire moi je pense qu'il y a un vrai sujet à l'heure actuelle avec la démocratisation de la baby noradrénaline. Je pense que vous l'utilisez comme tout le monde, non? Oui, voilà, c'était ça ma question. Ouais, et ça c'est pas spécifique à la chirurgie hépatique. C'est qu'il faut faire très attention à la solution de facilité. J'ai de la baby noradré, je fais monter la tension, donc j'ai l'impression que tout va bien.
mais en fait, j'ai de la marge sur la volémie et j'ai de la précharge dépendance et donc je serre trop mes artères et je nuis peut-être à la perfusion d'organes et mon malade a besoin d'optimisation hémodynamique et j'aurais peut-être pas besoin de baby noradré si je faisais ou de dose inférieure si je faisais correctement mon optimisation hémodynamique. Ok, donc pourquoi pas, mais en tout cas, faut être prudent sur les conséquences de leur utilisation. C'est ça, on l'a bien vu sur l'étude, il y a plus de noradré quand on est en PVC basse. Je pense que PVC basse à tout prix, il faut pas. Par contre, se laisser un tout petit peu de marge sur la courbe de Frank Starling quand c'est pas trop important, ça va. Ok. Tu as parlé de la communication avec le chirurgien. Par expérience, moi je sais que c'est une des interventions où c'est particulièrement important de la conserver. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur le sujet? Tu l'as abordé, hein. Euh, Il y a des temps particuliers. Est-ce que alors déjà, elle est préopératoire. Hmm. Avant l'intervention, il faut que vous sachiez vers quoi on se dirige, quel type de clampage, s'il a un doute sur une exclusion vasculaire du foie ou pas. C'est pas le même monitorage pour les malades lorsque vous savez qu'il va y avoir une exclusion d'un clampage pédiculaire. Ensuite, il faut discuter. Alors, j'en ai pas parlé là, mais il faut discuter les durées de clampage. C'est-à-dire que quand il en est à 3 clampages de 20 minutes, je sais pas s'ils font des 15 ou des 20 minutes chez vous, mais à partir du troisième clampage, je pense qu'on a tous l'expérience du malade qui devient un peu plus vasoplégique déjà. C'est plus la même chose. Il tolère beaucoup moins bien le quatrième ou le cinquième que ceux d'avant. Donc, je pense il faut lui dire également. Et après, bah, ouais, c'est une communication de tous les instants, quoi. Je veux dire, moi, j'ai aucun problème pour, je veux dire, nous, il faut qu'on ait les yeux au-dessus du champ, et lui, il faut qu'il ait les yeux sur notre scope. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Chacun fait son job correctement, et j'ai aucun, tout le monde travaille en même temps. Ok, alors les clampages, par exemple, on parle de clampage itératif. Emmanuel, il y a des écoles pour des clampages longs, mais en faisant moins, et d'autres qui font en faire plus avec un temps de repos entre chaque clampage. Euh, je sais pas s'il y a des écoles. Vous avez des gens vous avez des chirs qui vous font du clampage continu? Non, pas continu, mais on avait un chirurgien qui opère un peu moins maintenant, mais qui faisait plutôt des clampages longs, dépassant largement les 20 minutes, mais qui n'en faire que deux. Ouais, bah c'est ça. Et maintenant, les chirurgiens qui sont un peu, avec qui on travaille maintenant sont plutôt sur des clampages plus courts, avec un temps de repos entre chaque clampage. Après, il y a quand même des études qui ont montré des différences. Alors, le critère de jugement, c'était la morbidité, les complications post-opératoires. Hum, Donc, en plus, c'est des études de chirurgiens. D'accord. Bon, bah, Et en plus, tu vois, il y a peu de choses. Ça, pour le coup, c'est une littérature, je m'y suis intéressé. Il y a pas mal, il y a des anesthésistes de chez Clavien qui ont testé le préconditionnement ischémique, le préconditionnement par les gaz halogénés. Et franchement, il y a eu pas mal d'études de fait. Et la seule qui montre quelque chose quand même, c'est intermittent versus continu. Et donc, c'était hum, un peu le sens de ma remarque. C'est-à-dire que je pense qu'il faut savoir arrêter le chirurgien quand hum, il a toujours envie de continuer. Quand il en est à 20 minutes, allez, 25, mais il faut vraiment l'arrêter, quoi. hum. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur la façon dont vous techniquez? Est-ce que vous êtes plutôt invasif, plutôt non invasif? Est-ce que vous faites des lactatémies, par exemple, en péropératoire ou en post-opératoire? Je sais qu'il y a des différentes écoles, encore une fois. On a la chance d'avoir un appareil de biologie délocalisé juste à côté du bloc qui nous permet de faire des gaz du sang. Donc, je pense qu'on en abuse un petit peu. Et a fortiori, on l'utilise parfois. On a un lactate alors qu'on pourrait avoir qu'une hémoglobine, quoi. Mais, euh, mais c'est quand même bien pratique. Franchement, faut dire ce qui est. C'est quand même bien pratique. Et justement, quand il en est au troisième clampage, eh ben, c'est un argument pour lui dire qu'il faut qu'il se calme. C'est-à-dire que quand le malade il a 5 de lactate, voilà, on a on a un chiffre à lui mettre devant les yeux quelque part. Il y a ça. Et puis après pour la kaliémie, c'est assez pratique et pour la glycémie aussi au bout de plusieurs clampages. Mais voilà, c'est pas toutes les hépatectomies, d'accord? C'est les hépatectomies qui sont difficiles, c'est hépatectomie majeure, difficile.
peut-être sur foie pathologique, soit parce qu'il a reçu une chimio, soit parce qu'il a un degré de fibrose ou de stéatose au début de l'intervention. Et après, pour le monitorage, je pense il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui est chirurgie, donc, enfin, plusieurs choses à prendre en compte. Il y a tout ce qui est chirurgical, difficulté chirurgicale. Il y a tout ce qui est comorbidité du malade, mais ça un peu comme on sait bien le faire d'habitude en anesthésie. Euh, et puis, euh, et puis après, c'est un mix des deux, c'est-à-dire et puis enfin, quand je dis chirurgical, c'est résection, étendue de la résection, clampage, difficulté, saignement prévisible. Voilà, c'est à la fois le pré-op et également le post-op précoce. Donc j'ai Donc pas de vous recette adaptez. magique. Nous on met l'artère chez tout le monde pour Oui, faire ça. Je pense que d'accord. vous aussi. Et maintenant la Baby Noradré a modifié les pratiques. Enfin, Euh, euh, chez tout le monde, j'entends résection majeure. D'accord, oui. Sur les résections majeures, oui, on est plutôt, oui, il y a une cathé artérielle systématique. On fait, pour ce qui est des bilans, c'est beaucoup light, parce qu'on n'a pas d'appareil délocalisé qui nous permette de le faire, je pense aussi. Et puis, bah, c'est vrai que je pense que ça correspond à ce que tu dis. Il y a une adaptation en fonction de la localisation de la résection, de l'importance de la résection, de la difficulté chirurgicale du patient, de ses comorbidités. Donc, il y a une personnalisation thématique, en fait. Et après, voilà, pour le KTA, pour les résections mineures, bah, c'est anesthésiste dépendant, quoi. Enfin, Hum. voilà, je veux dire, et ça, on peut pas leur en vouloir. Et deuxième chose, on a vu avec le temps, alors qu'avant, on avait le KTA très facile et le monitorage moins facile, bah, avec le temps, au cours des 10 dernières années, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des malades chez qui on va mettre le monitorage hémodynamique pour l'optimiser, sans forcément mettre le KTA. Donc, plutôt un allègement du technicage et une personnalisation, si je résume bien, de prise en charge anesthésique. Euh, et donc une communication importante avec le chirurgien, ce sera les clés pour toi d'une bonne prise en charge hémodynamique. Ouais, ouais, c'est bien résumé. Très bien. Est-ce que tu avais des choses à ajouter, Emmanuel? Non, 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 moi j'ai rien à Non. ajouter s'il n'y a pas d'autres questions. Ok, très bien. Donc, bah, on va clore ce lundi rare. Donc, merci encore, professeur Emmanuel Weiss, pour sa participation aujourd'hui. C'est vraiment très, très intéressant. Un sujet vraiment qui touche médecins, infirmiers anesthésistes, et également la réanimation, parce que c'est une question qu'on n'a pas abordée, mais il y a aussi le post-op. Peut-être une petite dernière chose, peut-être sur le post-opératoire, que peuvent parfois moins voir, en tout cas les infirmiers anesthésistes, sur les conséquences de leur prise en charge sur le post-opératoire. Qu'est-ce qu'on risque le plus si on a une prise en charge hémodynamique qui est défaillante au opératoire. Bah, l'insuffisance rénale aiguë. Hum. Le risque, pour moi, le risque du PVC basse à tout prix, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Après, attention aux comorbidités cardiaques aussi. Hum. Et puis voilà. Et puis, mais encore une fois, c'est un, c'est un, c'est vraiment un juste milieu à trouver parce que si le malade il fait le choc hémorragique en opératoire, eh ben c'est pas bon pour sa reprise de fonction hépatique non plus. Donc, c'est pour ça que je pense que la balance, elle est comment dire, euh, l'image de la balance, elle est parfaitement appropriée dans ce cas-là, parce que vous êtes soumis à deux problématiques et qu'il faut individualiser le juste milieu que vous devez trouver en fonction du malade. Ok, c'est parfait. Donc, bah, merci Emmanuel pour cette présentation. Donc, merci à tous aussi d'avoir assisté à ce lundi rare numéro 15. Je vous donne rendez-vous donc pour le prochain lundi rare, ce sera le 6 novembre, ce sera à 18h. Nous recevrons la professeure Marie-Pierre Bonnet, qui est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital Trousseau, et elle nous parlera de la prise en charge anesthésique des pré-éclampsies. Donc, en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site du RAR, www.ra20.bzh, et puis sur les réseaux sociaux. Bonne soirée et bientôt. Au revoir.